Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Dafresh. Je ne peux pas te demander comment tu as passé le week-end. Tu as sûrement passé un bon week-end, surtout que le Real a encore fait un bon résultat. Oui, on a fait un bon résultat. Ce n'était pas facile. Il faut quand même reconnaître que le Barça... Comment ça, c'était pas facile? Non, parce que le Barça a bien joué hier. Il faut le leur reconnaître. Moi, je pense que les supporters du Barça qui tirent à boulet rouge sur leur équipe... ne le font pas aussi quand même en toute objectivité. Il faut reconnaître. Et puis c'est une équipe jeune, d'accord? Si on regarde la moyenne d'âge des joueurs du Barça, elle est inférieure à celle du Real. Et je pense que c'est un peu là où il y a eu la petite différence. Mais globalement, ils n'ont pas à rougir de leur performance. Les joueurs du Barça ont été bons. Et c'est ce qui a rendu justement ce match-là intéressant. Parce qu'il n'y a pas eu une espèce de domination à sens unique. Il y a eu des formes d'alternance. À un moment, le Real dominait, puis le Barça avait pris le dessus, puis le Real est revenu et l'a emporté. Donc pour moi, je pense que tirer à boulet rouge sur le Barça, je pense que c'est faire preuve d'une mauvaise foi. Là, tu fais l'humilité des gars du Real. Pourquoi? Non, mais c'est la vérité, le match était beau. C'était un beau match hier. C'était pas facile pour nous, surtout à un moment où on était... C'est jamais facile pour vous. Hein. Avec City, c'était pas facile pour vous, mais vous êtes passé. Oui, on passe, parce qu'il y a d'abord la qualité des joueurs, il y a, si tu veux, aussi l'état d'esprit de l'équipe. Hein. Il faut savoir que quand même, on ne cesse de le rappeler. Donc vous voulez dire que le Barça n'a pas d'état d'esprit? Non, on a un meilleur état d'esprit que celui du Barça. Comment tu peux dire ça? Ça se voit sur le terrain. On fait preuve de résilience. Après avoir été dominé, mené au score, on est revenu. Et puis à un moment, on s'est peut-être dit qu'à partir de la 84e, 85e minute, que tout était bouclé, qu'on allait se séparer sur un score nul. Ben non, on a continué à pousser, on l'a remporté. Donc c'est cet état d'esprit. Et moi, je pense que le coach a été très intelligent de ne pas sortir Bellingham, parce qu'il faut savoir que quand même, il a été absent pendant une bonne partie du match. Hein. Il était bien cerné, mais et puis aussi, pendant le match, on sentait qu'il avait un manque de confiance. D'accord? Oui. Il fait exprès. Non, il est passé par une phase de manque de confiance. Et je pense qu'en sortant Vinicius et en le maintenant sur le terrain, ça lui a donné l'opportunité de continuer à croire et après de marquer. Et ça, c'est bon pour la confiance et c'est bon pour les matchs importants qui nous attendent, notamment la demi-finale aller de la Ligue des Champions. D'accord, ok. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? Nous emmène au Niger, où évidemment la situation, les choses sont en train de changer là-bas, parce qu'il faut savoir que le Niger, qui était considéré comme étant un partenaire sûr des Occidentaux, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme djihadiste, parce que le Niger abritait notamment des bases militaires françaises et américaines, eh bien tout a changé au lendemain du putsch du 26 juillet dernier et de l'arrivée au pouvoir du général Abdourahmane Tiani, puisque les autorités nigériennes avaient, dans un courrier envoyé à l'ambassade des États-Unis, ils avaient expliqué qu'ils ne voulaient plus la présence de militaires américains après le départ en décembre dernier, on ne l'a pas oublié, des militaires français de Niamey. Ces derniers ont été redéployés, les militaires français, une partie au Tchad et une autre partie a été redéployée très certainement du côté de l'Europe ou de la France. Et évidemment, restaient les Américains. Mais pour le moment, les Américains avaient été, après le 26 juillet, assez prudents, notamment sur la sémantique, sur les rapports avec le nouveau gouvernement. Ils avaient essayé de le ménager, mais je pense que après, ils ont quand même commis une erreur. Ils ont d'abord essayé de ménager le gouvernement nigérien comment? Déjà en ne qualifiant pas le renversement de Mohamed Bazoum de putsch. Cette qualification est arrivée longtemps après, plusieurs mois après. Et il faut savoir que dans la foulée, il n'y avait pas d'ambassadeur aux États-Unis à Niamey. C'est après le putsch que les Américains ont senti qu'il fallait véritablement un diplomate là sur place pour discuter avec eux, et qu'ils avaient décidé de nommer un ambassadeur qui avait pris attache avec le gouvernement dirigé par les putschistes. Et donc, à partir de là, les États-Unis avaient adopté une attitude assez différente de celle de la France. La France qui était quand même vent debout contre le gouvernement du Niger, le gouvernement du général Abdourahmane Tiani, dirigé par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeyn. Et donc Emmanuel Macron même avait dit qu'il soutiendrait la CEDEAO. Il faut pas on se rappelle encore de ça, la CEDEAO qui menaçait d'intervenir militairement pour replacer au pouvoir le président Mohamed Bazoum. Puis par la suite, ils ont décidé de faire
de renoncer à cette attaque-là parce qu'évidemment, entre-temps, le Niger, avec le Mali et le Burkina Faso, avait formé ce qu'ils appellent l'Alliance des États du Sahel. Et donc, ils avaient donc signé des accords de coopération de défense qui faisaient que si on attaquait le Niger, eh ben, cela devrait entraîner immédiatement l'intervention du Mali et du Burkina Faso. Donc, il y avait un fort risque d'embrasement de la région et donc les dirigeants ouest-africains, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui étaient les 3 pays qui étaient véritablement vent debout, qui étaient prêts à en découdre avec le gouvernement, avec les militaires nigériens, ont donc dû se résoudre pour éviter une déstabilisation totale de la région, d'autant plus que ces 3 pays-là avaient déjà annoncé aussi dans la foulée leur retrait de la CEDEAO, et donc tout ça faisait que, évidemment, la CEDEAO avait donc dû renoncer à son projet d'intervention militaire. Et donc, entre-temps, les nouvelles autorités, il y a eu un bras de fer, on se rappelle, avec l'ambassadeur de France, qui était considéré persona non grata, et ensuite qui a dû se résoudre à quitter le Niamey. Et donc, dans cette posture assez belliqueuse, les États-Unis avaient adopté une position beaucoup plus mesurée, beaucoup moins vindicative vis-à-vis de Niamey. Or, à partir de décembre-janvier, l'administration de Joe Biden a changé de position, d'abord en qualifiant l'arrivée au pouvoir du général Abdourahmane Tiani et des militaires de putsch. Et donc, par conséquent, il fallait donc appliquer la législation américaine qui disait qu'un gouvernement ne coopère pas avec un autre gouvernement d'un pays qui sera arrivé de manière illégale au pouvoir. Et donc, par conséquent, les rapports entre l'administration Biden et le gouvernement d'Abdourahmane Tiani a changé. Il y a eu une coupure des aides américaines et autres. Et donc, tout ça a fait que, il y a eu une relecture de la coopération entre les États-Unis et Niamey du point de vue des Nigériens. Et donc, le gouvernement du général Abdourahmane Tiani, le président à la tête du pays, a donc décidé de se tourner vers les autres interlocuteurs qui leur permettraient de lutter efficacement contre la menace terroriste, parce que d'autant plus que malgré le fait qu'on ait chassé le président Mohamed Bazoum, en dépit de la présence des militaires français et américains, même le pays était toujours en proie à cette menace djihadiste. Et donc, comme leurs voisins nigériens et burkinabés, ces 2 pays-là s'étaient retournés vers la Russie. Et donc, depuis lors, il y a une très forte coopération entre Moscou, Bamako et Ouagadougou. On a vu des instructeurs russes qui sont arrivés dans ces pays. On a vu des importants équipements militaires qui ont été mis à disposition de ces pays-là par la Russie, soit par le biais de ventes, soit par le biais aussi de dons. Et puis derrière, on a vu comment est-ce que ça a été perçu par les populations et surtout les résultats qui ont été obtenus sur le terrain, notamment le résultat qui est la grande victoire des militaires maliens, c'est la reprise de la ville de Kidal, qui depuis plus de 10 ans était aux mains de groupes armés djihadistes au Sahel là-bas. Donc, on est dans cette position-là et donc, par conséquent, les Nigériens aussi, voyant que leur situation sécuritaire ne s'était pas améliorée, et donc ont estimé que, évidemment, la présence de ces militaires français et américains ne servait à rien d'un point de vue militaire, puisqu'ils n'avaient pas les résultats espérés. Et il faut savoir qu'en réalité aussi, la présence américaine était limitée notamment au renseignement. Il n'y avait pas de troupes au sol pour mener des opérations, à la différence de ce que faisaient les Français au Niger. Les Américains se limitaient juste à des opérations de renseignement. C'est la raison pour laquelle ils avaient juste une base de drones. Il y a à peu près 200 militaires qui étaient à Niamey. Ils avaient 2 bases et une autre base au nord du Niger, dans la ville d'Agadez, proche de la zone où on exploite l'uranium. Et là-bas, il y avait une autre base avec près d'1 millier de soldats américains et plusieurs centaines de drones. Et c'est cette base-là qui servait de collecte d'informations dans le cadre de la lutte, dans le cadre du renseignement, dans le cadre de la lutte contre la menace djihadiste. Et donc, il faut savoir que tout allait très vite. Le mois dernier, Vladimir Poutine avait eu un entretien téléphonique
avec le général Abdourahmane Tiani, et donc les deux dirigeants avaient décidé de sceller leur coopération militaire. Et dans la foulée, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeine avait effectué une visite officielle à Moscou lors d'un salon de l'armement russe, et donc il avait pu consolider ou matérialiser cette coopération militaire qui avait été entérinée par les deux présidents, les présidents russes et nigériens. Et par la suite, on la connaît aussi, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeine, lors de sa tournée actuellement, enfin la semaine dernière, il était aux États-Unis, où il avait eu des entretiens avec les dirigeants du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, afin d'obtenir des décaissements de ces deux institutions-là. Il avait donc dans la foulée profité à rencontrer Kurt Campbell, qui est le sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines. Et donc, avec ce dernier, il a, au nom des autorités nigériennes, réitéré leur volonté de demander le départ des troupes américaines. Je pense que, contrairement à la France, il n'y a pas eu véritablement un bras de fer là-dessus. Les Américains n'ont absolument pas, ont immédiatement, si tu veux, accepté de retirer leurs troupes, même si les Américains... les Américains n'ont pas boudé. Non, ils le font à contre-cœur parce qu'ils savent que, pour deux raisons, d'abord. La première raison, c'est qu'ils sentent que, évidemment, lorsque la présence sur place n'est plus voulue par les populations locales, n'est plus voulue par le gouvernement, c'est totalement contre-productif. Ce sera contre-productif sur le terrain. Donc ça ne sert à rien de forcer. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, qui est une raison encore plus profonde, c'est que les Américains étaient là parce qu'ils s'inquiétaient d'un risque d'embrasement sécuritaire dans la région. Mais il faut savoir que dans la géopolitique mondiale, dans leur vision, le Sahel, ce n'est pas une zone prioritaire. La zone prioritaire des États-Unis... Pourquoi ils n'ont pas aidé le Niger à gérer le Exactement. Les zones prioritaires du Niger, des États-Unis, c'est le Pacifique, avec la zone de l'Asie du Sud-Est, avec Taïwan. Vous avez l'Europe, avec le cas de l'Ukraine, et vous avez le Moyen-Orient, avec Israël. Donc ça, ce sont les zones prioritaires en matière de... Mais est-ce que les revendications du Niger ne sont pas légitimes au-delà de tout? Si les revendications du Niger sont légitimes dans la mesure où les autorités nigériennes estiment que la présence de ces troupes étrangères-là n'a, d'un point de vue militaire, pas véritablement permis de changer la donne, c'est-à-dire permettre un basculement si tu veux, de la lutte en faveur des autorités nigériennes. On a toujours des exactions commises par les groupes djihadistes, on a toujours des attentats qui sont commis, des attaques dans des zones un peu reculées. Il faut savoir que le Sahel, c'est un peu plus de 50 000 km², 50 000 km², voire même si on ajoute tout le Sahel, ça c'est au niveau du Niger, mais si on prend le Burkina Faso, le Mali, ça fait plusieurs dizaines de millions de kilomètres carrés. Donc ce sont des zones, les trois pays estiment qu'il n'y a pas eu suffisamment de moyens déployés parce qu'il n'y a pas véritablement de volonté politique derrière. C'est clair. Ce n'est pas, pour l'Europe, le Sahel, ce n'est pas une priorité. C'est une priorité pourquoi? Parce que les groupes djihadistes mènent un certain nombre de trafics, notamment le trafic des êtres humains, et ils sont rémunérés soit par le biais des enlèvements, mais surtout par le biais de l'immigration clandestine, parce qu'ils monnaient des corridors de passage qui permettent aux immigrés clandestins de passer, qui transitent par ces pays-là, d'arriver en Afrique du Nord, soit en Libye, qui est devenu le principal point de passage, soit par la Tunisie aussi, qui est aussi un autre point de passage, et très rarement par l'Algérie. Mais bref, donc c'est surtout pour ça, pour lutter contre ces groupes djihadistes-là qui se nourrissent aussi de l'immigration clandestine. Et donc c'est uniquement pour ça. Sinon, d'un point de vue géostratégique, le Sahel, c'est pas vraiment, ça n'a jamais fait l'objet d'une véritable priorité pour les Américains. Et donc, c'est la raison pour laquelle, donc, je l'ai dit, pour ces deux raisons-là, ils ont estimé que, bon, si en plus les autorités locales ne veulent plus d'eux, eh bien, ils n'ont pas de raison de vouloir maintenir forcément leur présence là. Maintenant, reste la question de savoir vers quelle zone serait déployée. Alors, dans un premier temps, on aurait pu imaginer que les Américains, en quittant le Niger, allaient évidemment aller au sud, au Tchad, comme un peu l'a fait la France, parce qu'il faut savoir que les troupes françaises qui étaient au Mali et au Burkina Faso, à un moment, avaient été redéployées au Niger. Puis, une fois que les autorités nigériennes leur ont demandé de partir, elles sont parties, elles sont descendues en passant par le Tchad. Or, évidemment, il y a aussi une base américaine à N'Djamena.
Et on avait, pendant un moment, on avait imaginé que cette base-là pourrait éventuellement servir évidemment de base de repli pour les soldats américains qui sont basés au Niger. Alors, la semaine dernière, donc le 4 avril dernier, le chef d'état-major de l'armée de l'air tchadienne a envoyé un courrier au commandant des forces américaines qui sont postées sur la base de N'Djamena, lui enjoignant de stopper toutes leurs activités sur la base de N'Djamena. Donc, est-ce que c'est un message qui augure aussi, d'un point de vue du Tchad, un changement de position, parce qu'ils estiment que si ces troupes-là ont été chassées d'autres pays, donc le Niger, le Burkina Faso et le Mali, est-ce que ce serait d'un point de vue déjà politique une bonne chose pour le gouvernement de N'Djamena de les accueillir sur son territoire, d'autant plus que même au Tchad, les opinions publiques commencent à se retourner, commencent à voir d'un très mauvais œil la présence de ces troupes étrangères là sur le sol, sur leur sol. Et donc, face à cette montée-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir que si on a ces militaires américains qui viennent aussi renforcer ceux qui étaient en Niger, qui viennent s'installer en N'Djamena, est-ce que ça ne va pas créer des fortes tensions de la part de l'opinion publique tchadienne, et surtout qu'on est en période électorale. Le Tchad est en pleine campagne pour l'élection présidentielle qui aura lieu dans quelques semaines, et donc pour les différents candidats, il ne serait pas de bon ton, et notamment pour le cas du président Déby, qui est candidat à son premier mandat, parce qu'il sort, cette élection présidentielle va clôturer la transition tchadienne qui a été mise en place après la mort du maréchal Idriss Déby en 2021. Donc, on est en pleine période électorale, et donc les autorités tchadiennes sont évidemment frileuses parce qu'elles verraient d'un très mauvais œil le risque politique que représenterait un redéploiement des troupes américaines qui étaient basées au Niger, vers le Tchad. Et je crois que c'est là aussi où les autorités tchadiennes ont donc décidé de bloquer un peu ça. Et maintenant, la question est de savoir si aussi au Tchad, il y a un risque de voir les autorités tchadiennes remettre en cause la présence de ces militaires étrangers-là. Et il faut savoir que plus globalement, dans l'Afrique francophone, il y a véritablement cette interrogation-là. De plus en plus, les opinions publiques sont de moins en moins enclins à accepter la présence de ces troupes étrangères-là, qu'elles voient comme étant des symboles de domination de la part de l'étranger, et qu'elles voient aussi comme étant une violation de leur souveraineté. Et les dirigeants aussi africains qui commencent à être des dirigeants d'une autre classe, parce que quand on voit les dirigeants actuels, soit des pays du Sahel, soit du Sénégal et ailleurs, on voit que c'est aussi une nouvelle génération de dirigeants qui arrive, et cette nouvelle génération de dirigeants a une autre vision des relations entre leur pays et les pays occidentaux, et cette nouvelle vision des relations internationales passe par déjà un retour véritablement à une véritable indépendance, ou à la destruction ou à l'effacement de tout ce qu'ils considèrent comme étant des moyens de domination, notamment la présence de troupes étrangères sur leur territoire. Et puis la deuxième chose, c'est la volonté aussi d'afficher un véritable langage qui les amène à discuter avec ces pays-là maintenant d'égal à égal. On le voit notamment au Sénégal avec l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais. On l'a vu aussi avec l'arrivée des militaires au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Et donc tout ça là fait que véritablement on assiste à une recomposition du paysage dans la région. Et cette recomposition se fait malheureusement au détriment des alliés traditionnels que sont les États-Unis et les Européens, et au bénéfice d'un autre qui est la Russie, où, comme je l'ai dit, les Nigériens ont reçu la semaine dernière du matériel provenant de Russie, et mettant en branle ainsi cette nouvelle forme de coopération militaire entre Moscou et Niamey. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, on va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.